Merci infiniment pour ce partage d'expérience. C'est effectivement un exercice très difficile en si peu de temps, mais je pense que vous avez su couvrir l'essentiel. Notre dernier intervenant du jour est M. Zakaria Ousmane, président du Centre d'études stratégiques du Tchad, qui donc va nous partager quelques réflexions liées au contexte national et sans doute aussi régional, et à qui je vais également demander un effort de concision. Oui, Madame la modératrice, je vous remercie. J'ai le choix entre vous dire merci et je quitte, et celui d'essayer de vous entretenir. Je prendrai 10% du temps total des gens qui ont fait. Donc, ils ont fait à peu près 2h30, je prends seulement 10% de ce temps-là. Bon, ceci dit, est-ce que le PowerPoint est fait? Alors, je vais faire cette approche. On ne peut pas comprendre une situation seulement en expliquant ses conséquences. Il faut aller aux causes. Bien, les causes doivent être approchées du point de vue temporel et spatial. Le Sahel n'existe pas. Il y a un espace dans lequel se trouve le Sahel et le bassin du lac Tchad. Si tel doit être un tout petit peu la définition, eh bien, on doit dire que depuis 1960 à 2020, cet espace n'a eu qu'entre 12 et 15 ans de répit pour pouvoir se développer. Le reste du temps a été partagé entre les défis écologiques, les défis économiques, les défis politiques, et j'en pense. Commençons. 10 ans après l'indépendance, en 1960, pour la plupart de ces pays de la sous-région, le Sahel, ou bien cet espace, est tombé dans la plus grande crise de l'histoire, la sécheresse de 1973. Cette sécheresse a mis en branle toute la société, tout l'environnement. Et lorsque l'environnement, les gens qui vivent dans cet environnement le deviennent aussi sans le savoir. Donc c'est déjà le début de la mise en route de tous les Sahéliens sur le chemin de l'exil, des déplacements, en 1973. Mais en 1973 aussi, il y avait eu l'épidémie de coups d'État des pays africains, qui n'a pas épargné cet espace. Aussitôt arrivé en 1980, c'était le début du programme d'ajustement structurel. À peine a-t-on fini avec le programme d'ajustement structurel, on est passé en 1990 sur les questions de, disons, la démocratie, avec tout ce qui s'ensuit, les élections bâclées, mal organisées, le problème des revendications ethniques sur fond politique, ainsi de suite. En 2000, c'est la naissance de Boko Haram, qui s'appelait à l'époque Youssoufia, puis Shabab al-Islamou, au nord-ouest du Nigeria. En 2011, c'était l'ébranlement de la Libye. En 2012, c'est leur Mali. Donc, quand vous prenez la trajectoire spatiale, vous constatez que cet environnement a été ébranlé. L'environnement sahélien était malade de bout en bout depuis bientôt 60 ans. Bon, ce qui m'amène à vous entretenir sur la question de l'État. L'État s'est affaibli, l'État s'est discrédité, parce que l'État a 5 fonctions. Dans tout pays, l'État a 5 fonctions. L'État est directeur. Tout État a des orientations stratégiques sur lesquelles fondent les espoirs de sa population. L'État est régulateur. La régulation, le juste arbitre et surtout la couverture sociale. L'État est partenaire, un partenariat vertical et un partenariat horizontal. L'État est censé être protecteur, protège contre la peur et le besoin. L'État détient le monopole de la violence légitime. L'État est bâtisseur et enfin l'État est stratège. Il n'y a pas un État qui doit être surpris. L'État doit avoir toujours une réponse à quelque chose. Ces fonctions ont disparu en partie, sinon pour la totalité. Ce qui nous amène à dire, bon, lorsqu'un État a les 5 fonctions, on appelle un État fonctionnel. Lorsqu'il a 4 fonctions, cet État est semi-fonctionnel. Lorsqu'il a 3 de ces fonctions, il est un État failli. Et lorsqu'il a il a perdu les 4 fonctions, il devient un État fantôme, et lorsqu'il a perdu les 5 États, il devient un État virtuel.
Bon, je ne suis pas là pour schématiser, je suis en plein de la fonctionnalité de l'État. L'État ne fonctionne plus. En réalité, ce que nous sommes en train de discuter, ce sont les problèmes d'aujourd'hui, enfin les problèmes d'hier que nous essayons de traiter avec les solutions d'aujourd'hui. Donc, au début, à partir de 1973, c'était le tout humanitaire qui agirait. L'État étant dans l'incapacité, s'est déchargé sur l'humanitaire. Eh bien, merci, grâce à l'humanitaire, on a pu sauver des vies, on a permis aux enfants d'aller à l'école, on a permis aux gens de se soigner. Mais l'État n'a pas pu se sévrer de cette dépendance. Il a laissé passer. Et lors de notre tour en 2018, dans la sous-région, nous avons trouvé à peu près la présence de 800 ONG qui travaillent, qui continuent à faire de l'humanitaire. Bon, ces ONG ont occupé une partie de l'espace qui devrait être assumé par l'État. Deuxièmement, on est passé au tout militaire. On l'a essayé. Avec tous les succès que cela suppose, on est arrivé à la conclusion que le tout militaire seul, comme le tout humanitaire, n'a pas pu apporter une solution. Maintenant, il faut partir sur la question de gouvernance. C'est le nœud du problème. Il faut réhabiliter l'État, il faut réformer l'État, y compris la réforme du secteur de la sécurité. Tant que ça n'a pas été fait, il n'est pas question de parler de programme de déstabilisation. Parce que ces programmes de déstabilisation auraient dû être traités dans les années 70. On n'a pas fait. Donc l'urgence immédiate est devenue une urgence prolongée. On s'est accoutumé. Deuxièmement, la réhabilitation n'a pas pu prendre racine à cause des remous politiques qui existent, et ainsi de suite. Donc, en gros, Madame la modératrice, je voudrais simplement tirer la conclusion pour dire que nous posons un problème d'hier, qui aurait dû être traité hier, nous le posons aujourd'hui. Je n'ai pas de problème. Mais ça nous renvoie sur la qualité de la gouvernance. Il faut améliorer l'État, il faut absolument que l'État regagne ses fonctions régaliennes. Sans cela, on ne peut pas aboutir. Nous sommes en train de courir après les solutions. Les solutions, c'est d'abord dans l'État, il faut que l'État soit fonctionnel ou semi-fonctionnel, à la limite d'un État failli. Mais sans cela, lorsque nous nous trouvons dans des endroits où l'État est un État fantôme ou un État ciblé virtuel, que peut-on attendre de programmes de stabilisation? Deuxième chose, nous sommes devant un phénomène qui est général, qui est mondial. C'est le phénomène et on peut changer d'approche. Il faut le partenariat local, régional, international, public et privé. Il faut la synergie sur la base des avantages comparatifs. Les militaires savent faire mieux certaines choses que les civils et vice-versa. Il y a l'appropriation. Il faut absolument que cet espace s'approprie tous ces exemples. Zakaria, professeur, nous allons devoir vous interrompre parce que nous vous avons donné ce que vous avez demandé. Oui. Donc, vous aurez d'autres occasions pour parler, je suis convaincu. D'accord. Donc, enfin, il faut la coordination en amont, en aval. La coordination, ce n'est pas pendant que ça se passe. La coordination se commence d'abord avant, au moment de la planification, pour pouvoir terminer durant les opérations. Je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous. Voilà qui conclut donc les interventions pour cette première session sur la question de la stabilisation. Je pense que nous avons eu l'occasion de couvrir un nombre important de thématiques, d'angles et d'approches spécifiques. Le temps qui nous reste ne permettra